Monsieur le candidat, bonjour. Merci de bien vouloir répondre aux questions que nos adhérents et nos invités vont vous poser aujourd'hui en matière d'accessibilité d'une part, du cadre bâti et des transports, de compensation et de ressources. Contrairement à une opinion largement répandue, et peut-être contrairement à ce que vous pensez vous-même, le handicap n'est pas un synonyme de déficience. Comme le stipule l'Organisation mondiale de la santé et les textes internationaux ad hoc, je cite, « Le handicap constitue la résultante de l'interaction dynamique entre le problème de santé d'une personne et les facteurs contextuels qui comprennent à la fois les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. » Ainsi, les facteurs environnementaux, c'est-à-dire les facteurs architecturaux, mais aussi culturels, sociaux, législatifs et réglementaires, peuvent être facilitateurs ou au contraire constituer des obstacles gênant ou rendant totalement impossible la mobilité des personnes dites handicapées. Par conséquent, si la politique engagée et les personnes qui l'amènent peuvent réduire les situations de handicap vécues au quotidien par plusieurs millions de nos concitoyens, elles peuvent aussi les augmenter. Ainsi, à la manière de Zola, les personnes dites handicapées sont parfaitement légitimes à dire aux hommes et aux femmes politiques, en ne supprimant pas les obstacles contre lesquels nous butons chaque jour, voire en ne créant de nouveau, c'est vous qui nous handicapez. C'est ainsi que depuis 2007, et notamment depuis 2012, nous assistons à une remise en cause quasi généralisée des acquis péniblement obtenus au cours des décennies précédentes en matière d'accessibilité, mais aussi en matière de compensation durant ce quinquennat, sans compter la question des ressources que nous devrons également aborder aujourd'hui. En matière d'accessibilité, la loi du 11 février 2005 s'est révélée insuffisamment précise pour parvenir à ce qu'au 1er janvier 2015, l'ensemble des établissements recevant du public existants, sauf impossibilité technique, tu m'en constatais, à l'impossible, nul n'est tenu, sauf disproportion manifeste entre le chiffre d'affaires et le coût des travaux. Personne ne souhaite mettre en faillite tel ou tel commerce de proximité. Sauf bâtiment relevant du patrimoine historique. Personne ne souhaite dégrader le patrimoine des bâtiments de France, qui nous appartient à tous. Soit donc rendu accessible. Et malheureusement, l'ordonnance du 26 septembre 2014, ratifiée par la loi du 5 août 2015 par la quasi-totalité du Parlement, ne fait qu'aggraver les choses. Ainsi, parmi les 600 000 à 800 000 ERP de 5e catégorie, appelés généralement commerces de proximité, nombre d'entre eux sont en train d'échapper à l'obligation concrète de mise en accessibilité. En se déclarant tout simplement accessible, via une simple déclaration sur l'honneur, sans aucun contrôle, a posteriori, en présentant des plans indiquant les travaux à réaliser, mais là encore, sans contrôle a priori ni a posteriori, en demandant éventuellement une dérogation sur la base d'une présentation de documents, là encore, sans contrôle ni a priori ni a posteriori sur site. Tandis que sur ordre du gouvernement, les autorités préfectorales, pour éviter une inflation de dérogation, en viennent à demander à ces ERP de se rendre accessibles en faisant fi des normes techniques à respecter au plan légal, c'est-à-dire au mépris de la sécurité des personnes. De plus, depuis 2016, dans les ERP existants, les ERP existants,
voilà que dans le cadre neuf d'habitation est contournée l'obligation d'installation d'une douche à siphon de sol, par nature accessible, via un bac au rebord de 4 cm, qui est à présent totalement autorisé, et l'obligation d'accès à un balcon, une loggia, puisqu'un seuil de 15 cm étant aujourd'hui autorisé, contre les 4 cm figurant dans les décrets de 2006. Tandis que dans le même temps, l'obligation de création d'un ascenseur dans un immeuble d'habitation fixé à R+4 en 1980. R+4, cela veut dire 4e étage au-dessus du rez-de-chaussée, n'est toujours pas abaissé à R+3, 3e étage au-dessus du rez-de-chaussée, alors même que dans le cadre d'une politique de développement durable, les nouveaux immeubles construits, notamment sociaux, hors grande métropole, ne dépassent pas R+3. Cherchez l'erreur, monsieur le candidat. Or, eu égard au fait que le nombre de personnes dites handicapées ne cesse de croître, ne serait-ce qu'en raison des progrès de la médecine, qui sauvent de nombreuses vies humaines, mais au prix de lourdes séquelles, à la suite de différents accidents, de la vie à la naissance, du travail, de la route, et qu'en fonction également de l'avancée en âge de la population et de la réduction en termes de mobilité que cela induit, l'accessibilité du cadre bâti ne doit plus être pensée pour une soi-disant minorité, mais bien comme un problème d'intérêt général à résoudre pour l'ensemble de la population. De même, dans le domaine de la compensation, les principes proclamés par la loi du 11 février 2005 sont totalement bafoués, puisque depuis l'origine, contrairement à l'allocation personnalisée d'autonomie, conçue pour les personnes âgées, la prestation de compensation du handicap, conçue, elle, pour les personnes dites handicapées, n'a jamais prévu, aussi incroyable que cela paraisse, la prise en charge des aides ménagères. Ainsi, s'il est prévu de donner à manger à une personne, il n'est pas prévu de lui préparer son repas. S'il est prévu de l'habiller et de la déshabiller, il n'est pas prévu de mettre son linge à laver. S'il est prévu de la laver, il n'est pas prévu de nettoyer le lavabo, la baignoire, les WC. Faut-il poursuivre, monsieur le candidat? Or, loin de pallier ces aberrations, les récentes mesures élaborées tout à la fois par les autorités ministérielles, les représentants des conseils départementaux et la technostructure de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et appliquée aujourd'hui en catimini, mesures visant à réduire de manière drastique le nombre d'heures nécessaires d'aide humaine accordées à peu près correctement à chaque demandeur, mettent aujourd'hui les personnes dites handicapées de plus en plus dans l'impossibilité de vivre en toute sécurité à leur domicile, ce pour des raisons financières. Que veut-on, monsieur le candidat? Les renvoyer vers les institutions pour un coût financier beaucoup plus important? N'est-ce pas là une politique de gribouille au simple plan financier? Autant dire que le droit à la mobilité, au libre choix de son lieu et mode de vie sont littéralement sacrifiés et qu'à l'égalité et la citoyenneté sont substitués l'assistanat et la discrimination. Ce d'autant qu'au plan des ressources accordées aux personnes dites handicapées, la situation reste scandaleusement dramatique. En effet, au 1er septembre 2012, l'allocation aux adultes handicapés s'élevait à 776,59 €. Elle atteint aujourd'hui 808,46 €, soit en 4 ans, de septembre 2012 à septembre 2016, une augmentation de 31,87 €. Toujours très inférieure au seuil de pauvreté, précisons que l'AAH n'est versée à taux plein qu'à une petite fraction des 1 200 000 bénéficiaires qui, selon leur situation, l'aperçoivent en tout ou partie.
et que les compléments versés à quelques dizaines de milliers de personnes, selon des critères très restrictifs, n'ont pas varié depuis 5 ans. C'est pourquoi nous demandons à l'éventuel président de la République que vous êtes, si vous entendez vous engager ou non, primo au plan de l'accessibilité du cadre bâti, à l'ouverture d'une nouvelle concertation, libre et non faussée, entre les pouvoirs publics, les professionnels et les représentants du mouvement associatif, pour une période de 3 mois par exemple. Au gel de tout traitement des dossiers sur ce sujet durant cette période, à la rédaction à l'issue des 3 mois de cette nouvelle concertation, d'un nouveau projet de loi visant à mettre en œuvre une réelle politique d'accessibilité du cadre bâti et des transports, abrogeant par là même la loi du 5 août 2015. Secondo, au plan de la compensation, nous aimerions savoir si vous entendez vous engager ou non à l'ouverture d'une nouvelle concertation, là encore, entre les représentants du mouvement associatif et le futur gouvernement, d'une part pour abroger les indignes récentes mesures mises en œuvre, et d'autre part pour compléter le périmètre d'intervention de la prestation de compensation du handicap. Si vous entendez vous engager ou non au respect intégral de la notion de participation et de citoyenneté prévue par la loi du 11 février 2005 des personnes dites handicapées, en permettant à chacun, à chacune, de s'exprimer là où son projet de vie est concrètement décidé, c'est-à-dire en commission départementale de l'autonomie, statuant au sein des maisons départementales des personnes handicapées, alors qu'aujourd'hui tout est fait pour faire en sorte que la personne dite handicapée ne vienne pas, ne soit pas invitée à discuter, à débattre en commission des propositions qui lui sont faites. Tertio, au plan des ressources, entendez-vous, monsieur le candidat, vous engager ou non à ce que l'allocation adulte handicapé, minima social, allocation d'assistance, en dessous du seuil de pauvreté depuis des années, soit substituée à un nouveau revenu minimum, sorte de pension de type invalidité, à l'instar des pensions d'invalidité des 2e et 3e catégories de la sécurité sociale, accordées aux personnes reconnues incapables de travailler. Reconnues incapables de travailler pour des raisons médicales. Je dis bien médicales, pas pour des raisons économiques. À ce que cette pension soit indépendante des revenus du conjoint, égale au SMIC, mais supportant en revanche, pourquoi pas, des cotisations au même titre qu'un salaire. À ce que les personnes en capacité de travailler, à l'instar des personnes titulaires d'une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale, puissent cumuler leur salaire et en partie ce nouveau revenu minimum selon des critères à définir et à débattre. Ouais. Pour conclure, monsieur le candidat, vous l'avez bien compris, nous vous avons posé des questions précises. Comme nos adhérents et nos invités vous poseront tout à l'heure également des questions précises. Et nous attendons de vous des réponses précises pour faire en sorte que durant le quinquennat à venir, si vous êtes élu président de la République, les situations de handicap soient largement réduites par la suppression des obstacles qui créent ces situations de handicap et qui empêchent les personnes trop rapidement qualifiées d'handicapées de ne pas avoir accès à une citoyenneté pleine et entière. Monsieur le candidat, nous vous donnons la parole. Merci de répondre de manière précise.